Eh ben, merci Ludovic pour ta présentation. Merci à tous d'être venus ce soir et notamment au Cercle Bayard. C'est vraiment un honneur de venir à Grenoble. J'entame un tour de France et même si moi je suis originaire de Haute-Savoie, c'est pas très loin, donc je suis vraiment content de retourner dans les Alpes. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc oui, pour entrer directement dans la conférence, disons que ce livre, quand je l'ai écrit, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pas de reproches, mais en tout cas on m'a fait la remarque, en me disant oui, tiens, tu remets une pièce dans le jukebox du fameux clivage identité-souveraineté. Est-ce qu'on a besoin d'être aujourd'hui, d'avoir de la division, alors que bon, on sent qu'il y a des périls quand même qui nous menacent divers et variés. Est-ce qu'on a besoin encore d'ajouter comme ça de la division? Mais mine de rien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce livre, je l'ai écrit dans un contexte non pas de consensus, mais plutôt de dissensus. C'est vrai que sur plusieurs questions, alors parfois c'est sur des questions de on va dire de définitions politiques sur lesquelles qui sont un peu légères, comme la définition de l'expatriation, la question de l'occidentalisme, du libre-échange, ce genre de choses. Mais par contre, dès qu'on passe sur des questions un peu plus sérieuses, comme au moment de la révolte des paysans ou même de la réforme des retraites, là tout de suite ça se tend un peu plus. Et il y a même d'autres questions, notamment les questions géopolitiques sur le conflit russo-ukrainien ou même sur le conflit israélo-palestinien, où là on a vu des divergences qui s'accentuaient et bien évidemment une des divergences peut-être fondamentales entre une partie en tout cas des identitaires et des souverainistes, c'est la question de l'Union européenne. Et là, c'est une question sur laquelle on s'oppose, là, encore plus, j'ai envie de dire, avec l'actualité des élections européennes. Donc, pour faire une présentation schématique, disons que souvent les identitaires sont présentés comme les partisans du contenu du peuple, c'est-à-dire au niveau de sa composition, de sa nature, quand les souverainistes s'intéresseraient plus au contenant, c'est-à-dire à la question de l'État, des institutions. Et souvent, un reproche que vont faire les identitaires aux souverainistes, c'est à quoi bon redevenir souverainiste si on a, entre guillemets, un peuple qui s'est grand remplacé ou en tout cas qui s'est changé. Et les souverainistes répondent, oui, d'accord, c'est très bien de conserver un peuple ethniquement homogène, mais par contre, si on est plus souverain, qu'importe. Je veux dire, par exemple, les aborigènes vivent sur la terre de leurs ancêtres en Australie. Est-ce qu'ils ont un poids politique en Australie aujourd'hui d'envergure? Absolument pas. Et on peut extrapoler la question aussi aux Indiens d'Amérique, qui sont aujourd'hui sur la terre de leurs ancêtres, mais par contre, politiquement et souverainement, ils ont peu de poids, en tout cas, dans leur pays. Donc voilà, c'est sur des questions comme ça que souvent les deux camps se renvoient la balle. Et disons que les identitaires s'intéressent plus à la question de ce que les peuples sont, donc on est dans la question de l'être, alors que les souverainistes vont peut-être plutôt être dans la question de l'agir, dans ce que les peuples font. Et donc moi, j'aimerais tout de suite briser cette opposition, parce que moi, avant de me revendiquer identitaire ou souverainiste, je préfère dorénavant me présenter comme nationaliste. C'est un vocable que je revendique. Je sais qu'il a mauvaise presse, mais c'est quelque chose vraiment sur lequel j'essaie d'insister. J'essaie de lui enlever sa part un peu diabolique, un peu péjorative, souvent quand on entend dans le discours. Mais aujourd'hui, à mon avis, alors bien évidemment, il y a toujours cette opposition qui est à mon avis une fausse opposition entre d'un côté les patriotes et les souverainistes, même si je sais que d'un point de vue politique, à mon avis, c'est beaucoup plus vendable de se dire patriote. Vous savez, on a toujours la phrase on ne sait jamais, même si elle est du général de Gaulle ou de Romain Gary ou de Frédéric Mitterrand en disant, enfin pas Frédéric, excusez-moi, il est mort récemment, oui, enfin bon, c'est pas une grosse perte, mais en tout cas de notre ancien président Mitterrand qui nous disait justement le nationalisme c'est la haine des peuples, le patriotisme c'est l'amour du sien. Je pense que c'est un clivage assez comment dire assez grossier. Souvent les patriotes et les nationaux sont quand même assez proches. Et moi c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette quête un peu de radicalité qu'on peut retrouver notamment dans des syndicats étudiants euh, que vous connaissez tous à mon avis, justement cette revendication de la particule nationaliste, il faut le faire aujourd'hui. On a vraiment une volonté en tout cas de radicalité, notamment dans la jeunesse. Et après, il faut essayer de la canaliser dans quelque chose de politiquement cohérent. Et ça, c'est entre guillemets ce à quoi je m'attelle à travers le premier livre sur Georges Sorel, le deuxième. Et le troisième qui arrivera, là c'est une annonce que je vous fais. D'ici 2-3 mois, j'ai mon prochain livre qui arrivera. Là, c'est plus mes idées personnelles et je pourrais continuer à élaborer donc ce champ du nouveau nationalisme français, notamment au XXIe siècle. Et donc moi, pourquoi je me revendique nationaliste avant souverainiste et identitaire, même si je peux bien évidemment me revendiquer comme souverainiste, c'est pas là la question. C'est que disons que le nationalisme, il va faire une synthèse de cette question de l'être et de l'agir. Ça va être la question, à mon avis, ou la notion de se maintenir en tant qu'entité politique souveraine, mais aussi en tant que peuple historique.
parce qu'à mon avis, ça c'est les deux jambes du combat qu'il faudra mener demain pour la France. C'est vraiment celle de la préservation de son identité et celle de la préservation de ses instruments de souveraineté, de sa souveraineté, etc. Et il y a un domaine, à mon avis, qui cristallise parfaitement cette alliance, ou en tout cas cette alchimie, c'est celle de la stratégie. Et la stratégie, il y a vraiment les deux notions, parce que la stratégie, c'est la question de l'ami et de l'ennemi. Donc là, on est dans les thèses schmittiennes, freudiennes. Si vous connaissez, c'est vraiment qui est contre nous, qui est avec nous. Mais il y a aussi cette question de qui sommes-nous. Et ça, c'est, à mon avis, un livre qu'on lit pas assez de Samuel Huntington. Vous savez, Samuel Huntington, on le connaît tous pour son livre Le choc des civilisations. Mais il y a un de ses livres, à mon avis, qui est peut-être encore plus intéressant que Le choc des civilisations, c'est son livre Qui sommes-nous? Parce que Samuel Huntington voit la bascule démographique qui est en train d'apparaître aux États-Unis. Vous savez, où on a un peuple latino ou de souche latine qui commence à vraiment à prendre une énorme ampleur. Et aujourd'hui, par exemple, pour les candidats à la présidentielle américaine, ils sont obligés de faire une partie de leur discours en draguant cet électorat ou même en ayant des sous-titres espagnols. C'est vraiment intéressant. Et donc, Samuel Huntington posait la question en disant que la nation moderne états-unienne s'est construite sur les WASP, sur, vous savez, cette immigration venue d'Europe, protestante. Aujourd'hui, demain, si la nation est plus constituée par ce noyau WASP, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et c'est une question qu'on peut aussi, à mon avis, légitimement se poser. Mais par contre, il y a aussi une autre chose, et là, j'aimerais que vous gardiez en tête cette proposition tout au long de la conférence. Il y a une maxime, à mon avis, stratégique qu'il faut tout le temps penser, c'est que c'est le terrain qui détermine les manœuvres. Là aussi, c'est très intéressant. On peut avoir toutes les théories, tous les schémas politiques parfaits, j'ai envie de dire, en tête. Par contre, ce qui détermine toujours la réalité, c'est le terrain. C'est quelle est la réalité aujourd'hui de la France, quelle est la réalité aujourd'hui de l'Europe, du monde, des flux migratoires, de la perte de notre souveraineté. Et ça, à mon avis, c'est peut-être quelque chose sur lequel on se perd un peu parfois à droite. C'est qu'on a tendance à être un peu trop dans l'affrontement des idées. Il faut par contre tout le temps essayer de les réintroduire dans la réalité du terrain, parce que c'est celle-là qui est vraiment prégnante et c'est celle-là qui nous donne toujours la vérité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi voulu répondre à ce reproche que font souvent les identitaires aux souverainistes en disant oui, mais vous, les souverainistes, vous négligez la question de l'identité. Et je pense qu'à mon avis, c'est une erreur, parce que la question, de la composition du peuple, elle est fondamentale pour un souverainiste. Pourquoi? Parce que les évolutions géopolitiques internes et externes sont forcément dépendantes du nombre d'hommes d'un pays, de leurs origines, de leur classe sociale, de leur histoire. Et à mon avis, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi là encore dans des événements réels. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, la Turquie et la Grèce se sont un peu opposés. Il y a eu des tensions et le seul pays européen qui a pu intervenir ou en tout cas servir de médiateur, c'était la France. Alors vous me direz oui, c'est parce qu'elle a encore une capacité militaire qui lui permet, évidemment. Mais par exemple, vous avez eu un retrait de la part des Allemands, parce que les Allemands, évidemment, ont une diaspora évidemment imposante sur leur territoire de Turcs. Et évidemment que quand on a une diaspora au sein de son territoire, c'est quand même compliqué, ça nous empêche un peu de se mettre en action. Et par exemple, au moment du conflit israélo-palestinien récent, on a vraiment ressenti qu'il y avait de plus en plus, une emprise aussi de la rue arabe en France qui se développe. Vous savez, c'est le livre de Florence Berco-Blacker, Le frérisme et ses réseaux, où on voit qu'il y a vraiment une entrisme et un pays donc qui a une ingérence étrangère en appuyant comme ça sur ses diasporas. On sait aussi que les pays du Maghreb font ça en France, notamment l'Algérie. Vous voyez, ça peut être une entrave comme ça à l'exercice de la souveraineté, notamment aux relations géopolitiques. Et donc, c'est pour ça que moi, je réplique aux identitaires, bien évidemment que non, ou en tout cas oui, la question démographique du changement de peuple, elle est prégnante pour des souverainistes. Disons que les souverainistes, ils vont le prendre avec un point de vue un peu plus critique et un point de vue un peu plus objectif, mais en tout cas, c'est vraiment une question qu'en tant que souverainiste, on doit aussi incorporer dans notre logiciel. Et c'est pour ça que là aussi, c'est peut-être une différence qu'on a avec les identitaires. Évidemment que la souveraineté, c'est le socle de la cité, c'est le socle d'une nation. Et disons que les identitaires vont avoir une approche plutôt essentialiste, alors que les souverainistes vont avoir plutôt une approche, vous savez, historique. Et par exemple, là, c'est quelque chose sur lequel j'avais rejoint partiellement Philippot. J'avais fait un débat récemment sur TVL, où on avait une table ronde où il y avait Frédéric Poisson, Stanislas Rigaud, donc qui représentait plutôt la frange identitaire du camp de droite. Il y avait aussi Pierre-Yves Rougeron, Greg Tabibian. Et à un moment, Florian Philippot dit « il n'existe pas de peuple européen ». Alors, moi, disons que je suis d'accord, mais aussi en désaccord avec cette proposition. Je suis évidemment d'accord avec lui parce que quand il parle il n'y a pas de peuple européen, il en parle bien évidemment d'un point de vue politique.
d'un point de vue de l'Union européenne. Et moi, là, je suis absolument d'accord avec lui. Moi, je suis un fervent opposant à l'Union européenne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que les peuples européens ont quand même comment dire, un socle commun ethnique et qu'il faut aussi reconnaître. Et on sait très bien que ce soit par exemple les Français, les Allemands, les Italiens ou même les Anglais, ben, on est des héritiers biologiques de trois souches ancestrales principales. Il faut aussi reconnaître. Vous savez, il y a cette comment dire, acculturation qui s'est passée sur des millénaires. Au début, on a eu une entrée des chasseurs-cueilleurs en Europe il y a environ 45 000 ans. Ensuite, on a eu des populations anatoliennes qui se sont mélangées. Et ensuite, on a eu des concurrents venus des steppes du Nord. Tous ces brassages ont donné, bien évidemment, des populations assez distinctes, que ce soit les Basques, par exemple, les Germains ou même les Celtes. Mais par contre, il y a quand même une origine commune. Là aussi, il faut, à mon avis, la reconnaître. Bien évidemment, si c'est pas réductible à une solution politique, bien évidemment. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça nous démontre bien que la France s'est quand même construite sur un socle ethnique, on va dire, homogène. Et là, vous pouvez reconnaître, par exemple, les travaux du démographe Jacques Dupaquet, qui revient bien évidemment sur cette longue histoire du peuple français. Mais vous aviez par exemple des historiens comme Ferdinand Lott, qui était un historien assez connu au moment de la Troisième République, qui montrait bien qu'il y avait une certaine moyenne ethnique qui avait composé la France, qui avait composé l'État français, qui avait composé l'histoire de France. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les souverainistes doivent aussi s'emparer de cette question identitaire, parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes à la conférence ce soir, et la question identitaire, la question de l'affrontement comme ça qu'on peut avoir sur notre sol, elle est évidemment prégnante. Et aujourd'hui, c'est un petit conseil que j'avais fait à Florent Philippot. Je lui avais dit, si vous voulez vous adresser aux jeunes générations, vous êtes obligé de leur parler de la question identitaire. Évidemment qu'il ne faut pas la réduire qu'à ça. Évidemment qu'il faut parler des questions de souveraineté énergétique, industrielle, numérique, même de souveraineté alimentaire, comme on l'a connu avec le soulèvement des paysans. Mais par contre, vous devez automatiquement parler aussi de cette dimension identitaire qui parle beaucoup aux jeunes, parce que c'est vraiment quelque chose, et en plus, qui aura de plus en plus tendance à s'aggraver, si je puis dire, en France. Donc là, à mon avis, c'est peut-être un petit reproche que je faisais, plutôt amical, bien évidemment, aux souverainistes, en disant c'est vraiment quelque chose dont il faut s'emparer pour les années à suivre. Et donc, dans mon livre, je reviens sur ce moment un peu de la bascule géographique qui va se passer, enfin pas géographique, mais démographique qui va se passer en France, c'est que la France n'a jamais été une terre d'immigration. Ça, pareil, c'est un mensonge. Moi qui habite à Paris, dernièrement, on nous a sur les placards, enfin comment dire, sur le métro, on voyait souvent des affiches. La France a été toujours une terre d'immigration. Et qu'est-ce qu'ils nous montraient comme exemple? Ils nous montraient, vous savez, je sais pas, les Mazarin, parce que Mazarin, c'est vrai, il était italien. Et il nous dit, vous savez, vous voyez bien, l'immigration, depuis tout le temps, elle a participé à l'histoire de France. Je veux dire, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur les mêmes types d'immigration, on n'est pas sur les mêmes flux. Et c'est un peu, comment dire, malhonnête, si je puis dire, de faire une comparaison entre Mazarin et l'invasion migratoire qu'on connaît aujourd'hui en France. Donc là aussi, c'est intéressant. Et là, dans mon livre, j'ai essayé de revenir sur cette histoire en montrant qu'il y a vraiment une bascule qui va s'opérer à partir, comment dire, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Parce que l'immigration en France, on l'a connue, il y a vraiment comment dire, une accélération de l'immigration à partir de on va dire, de la moitié du 19e siècle. Mais l'immigration, elle est intra-européenne. C'est les Belges, c'est les Italiens. Et au moment, justement, de l'après-Seconde Guerre mondiale, au début, c'est la péninsule ibérique. Moi, par exemple, du côté de ma mère, mon grand-père est un immigré portugais qui est venu travailler en France, mais il travaillait dans la sidérurgie, en Lorraine, dans les grandes usines. Mais voilà, ça faisait partie de cette immigration. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu une bascule de la nature de cette immigration. Vous pouvez vous référer aux travaux de Michel Tribala, qui sont vraiment très bons, en montrant qu'aujourd'hui, une des difficultés que nous impose cette immigration, c'est qu'elle n'est plus intra-européenne, même si à l'époque, elle pouvait connaître des difficultés, bien évidemment. En 1881, par exemple, vous avez les vêpres marseillaises. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais à l'époque, on avait vraiment des affrontements très durs. Et à l'époque, vous avez des partis, notamment socialistes, par exemple, qui critiquaient l'import comme ça de populations étrangères, qui a amené les coûts, à baisser les coûts du travail, ce genre de choses. Et vous retrouvez même, ce qui est assez intéressant, des écrits de Marx et Engels où ils critiquent à l'époque l'invasion. Bon, à l'époque, c'est pas une invasion, mais l'intrusion, en tout cas, d'une immigration irlandaise à Londres et donc en Angleterre, qui provoquait les mêmes phénomènes. Donc là, c'est pour ça que moi, j'ai voulu insister là-dessus. Et aujourd'hui, à mon avis, les souverainistes doivent vraiment
Bon, ils le font déjà, bien évidemment. Là aussi, je suis un peu dur, mais en tout cas, reconnaître qu'il y a vraiment un bouleversement démographique en France. Et est-ce que les souverainistes doivent s'en inquiéter? Bien évidemment. Mais peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant, même si le bouleversement démographique ou le changement démographique est intéressant, enfin, et en tout cas préoccupant, c'est aussi le vieillissement de la population. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'ouvrir une seconde dimension de ma conférence. C'est que, si vous voulez, ce vieillissement des populations européennes, et notamment cet effondrement démographique, eh ben, il va nous, comment dire, il va s'accompagner comme par hasard d'un changement du logiciel économique. Donc là, je vais essayer de revenir sur ces points pour vous montrer qu'il y a vraiment que les deux sujets, en tout cas, sont évidemment liés. Et donc, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on va avoir dans les années à venir, on va avoir un renversement de la pyramide des âges. D'ici 2070, la tranche des plus de 65 ans, dans les pays notamment d'Europe de l'Ouest, eh ben, elle va être supérieure à la tranche des moins de 20 ans. Et ça, c'est vraiment fondamental aussi pour comprendre pourquoi justement nos élites européennes, notamment à Bruxelles, font venir en masse autant de populations du Sud. C'est qu'il y a bien évidemment ici des raisons ou des causes, entre guillemets. Et c'est pour ça que si vous attachez à reconnaître ces données, par exemple, le sol naturel en France a été divisé par 5 au début des années 2000 aux années 2002, par exemple, le solde naturel, si vous voulez, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Il a été divisé par 5 en France en moins de 20 ans. Donc là, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a vraiment là aussi un effondrement comme ça de la population qui est, à mon avis, très préoccupant et dont il faut se soucier. Et ce qui montre bien que, par exemple, les fondements graphiques européens, pour vous donner quelques chiffres, d'ici 2050, il sera de 14% en Grèce, et de 13% en Roumanie. Donc, il y aura vraiment un rabougrissement comme ça de la natalité européenne. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que l'origine du lieu de naissance des parents depuis l'an 2000 a aussi basculé. Par exemple, le nombre d'enfants nés sur le territoire français issus de deux parents qui sont nés en France a diminué de 22% en France. Et le nombre de naissances dont un des parents est né à l'étranger a augmenté de 40% et de deux parents de 70%. Donc là aussi, c'est vraiment pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène qu'on est en train de connaître. Et c'est pour ça que là, j'insiste encore une fois, les souverainistes doivent vraiment s'accaparer cette question. Et je pense, à mon avis, qu'ils ont tout intérêt à montrer que justement, c'est en reprenant le contrôle sur nos instruments de contrôle des frontières, aussi sur l'aspect juridique des choses, qu'on pourra enrayer ce phénomène. Parce que ce phénomène, comme je vous l'ai dit au début de la conférence, évidemment qu'un changement de peuple, ça augure aussi un changement de géopolitique, de politique interne et ce genre de choses. Donc là, c'est quelque chose qu'a relevé un écrivain, je ne sais pas si le nom de Stephen Smith vous parle, mais Stephen Smith, c'est un essayiste qui avait écrit un livre assez intéressant il y a une dizaine d'années qui s'appelait La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route vers le vieux continent. Et récemment, il a sorti un article dans le Figaro que j'ai trouvé assez pertinent parce qu'il montrait bien que les sociétés occidentales étaient confrontées non pas à un dilemme, mais à un trilemme. Ce trilemme, il repose sur trois choses. Les pays occidentaux sont désormais sommés de choisir entre la croissance économique, le maintien d'un État-providence, le contrôle des frontières et la régulation de flux de l'immigration, et la hausse de la natalité au détriment de l'épanouissement personnel. Alors, concernant la dernière donnée, donc cette mise en place d'une politique familiale, disons qu'en France, elle a mauvaise presse, ou en tout cas, on n'est pas sur ce chemin. On a une constitutionnalisation de l'IVG qui est passée récemment, la PMA, la GPA, on voit bien qu'il y a un agenda, en tout cas, qui est plutôt individualiste et non fondé sur la famille, qui est suivi. Alors, on sait qu'en Europe, il y a quelques pays qui essayent de mettre en place des politiques natalistes. Je pense tout de suite à la Hongrie ou même un petit peu à l'Italie. Il y a quelques résultats, évidemment, mais par contre, on voit que c'est des résultats qui sont assez peu probants. Concernant le fait économique, il y avait un commentaire qui m'avait assez interloqué. Les gens avaient peu glosé dessus, mais c'était un commentaire du nouveau président du MEDEF qui disait, je vais vous le citer, d'ici à 2050, nous aurions besoin, sauf à réinventer notre modèle social et notre modèle économique, de 3,9 millions de salariés étrangers. Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie. Et là, ce mot d'économie, ça me permet un peu de défendre mon livre parce qu'on m'a souvent reproché à droite, et notamment les identitaires, d'avoir une lecture sociale
économique, parfois même marxiste, de l'état de notre pays. Mais je leur dis oui, mais bien évidemment, comme là j'ai essayé un peu de vous le montrer dans ma conférence et je vais essayer de vous le montrer tout au long, il y a toujours un lien entre immigration, souveraineté, reprise de ces instruments de pouvoir et économie. C'est tout le temps lié. Et là, ce trilemme occidental, il le démontre bien, je trouve. Et par exemple, c'est vrai que les modèles occidentaux, j'ai envie de dire qu'on a toujours une promotion de la croissance économique, une ouverture des vannes à l'immigration. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières déclarations de Valérie Hayer, là, c'est la candidate pour Renaissance, qui a encore justement appuyé sur le côté que l'Europe devait, faire venir en masse. Et même, il y a un site que je vous conseille, c'est un site de géopolitique tenu par des Normaliens qui s'appelle le Grand Continent. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un site officiel, quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien de caché ou ce genre de choses. Il y a vraiment des gens, en plus, d'assez bon niveau qui écrivent dessus, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt européistes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le 1er janvier, donc l'article qui inaugurait la nouvelle année, il avait été écrit par un écrivain espagnol, Javier Cercas, et il mentionnait bien qu'entre guillemets, l'agenda européiste à venir pour l'année, c'était la fin des souverainetés nationales, l'accueil en masse des réfugiés et notamment de ce surplus du Sud pour essayer de contrebalancer l'effondrement démographique qu'on connaît en Europe et notamment vis-à-vis des populations autochtones et l'impératif bien évidemment de l'élargissement. Et vous voyez, aujourd'hui, on a quoi? C'est la Bosnie-Herzégovine ou le Kosovo, il y a la Moldavie aussi. Et vous voyez que bien évidemment, plus l'Europe va s'élargir, plus la France moins la France aura un poids central dans la politique européenne et plus on sera noyé. D'où l'urgence, j'ai envie de dire encore plus, de se défaire de ce carcan de l'Union européenne. Mais bon, après, c'est mon avis personnel, mais je pense que je choquerai pas grand monde d'ici. Et donc, face à ces périls, souvent les identitaires vont dire, voilà, vous voyez, on a un effondrement des populations autochtones, on a comment ça des élites entre guillemets xénocratiques qui nous imposent des flux du Sud pour essayer de contrebalancer cet effondrement démographique en France, enfin en Europe. Donc, il faut essayer de faire émerger une conscience européenne, de faire émerger, si vous voulez, pour ceux qui ont quelques notions de marxisme, à l'époque, les marxistes parlaient souvent de classe en soi et classe pour soi. C'est à partir du moment, si vous voulez, où la classe prolétaire prenait conscience qu'elle forme un groupe, ça lui permettait, si vous voulez, d'avoir une action politique plus cohérente ou plus efficace. Aujourd'hui, souvent, les identitaires vont dire, justement, il ne faut pas assez de peuple en soi à peuple pour soi. Et donc là, on est dans un réalisme plutôt biologique. Alors là, moi, j'ai tout de suite envie de mettre un peu mon holà. Comme je vous l'ai dit, bien évidemment, que ces périls démographiques, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on en a tous conscience ici, et que notamment au sein du camp souverainiste, on va essayer de l'incorporer, ou il faut l'incorporer dans notre logiciel. Mais par contre, là, j'ai envie de dire, comme je vous l'avais mentionné au début de la conférence, la maxime, c'est que c'est le terrain qui détermine le combat. Et le terrain, aujourd'hui, faut le prendre comme il est. Et ce terrain, quel est-il? C'est qu'aujourd'hui, mine de rien, notamment dans un pays comme la France qui a connu plusieurs vagues d'immigration à partir du milieu du 19e siècle, mais même qui se sont améliorées après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? On a eu des générations de métissage, on a eu l'apparition aussi d'une bourgeoisie. C'est assez intéressant, c'est qu'il y a eu une montée aussi dans les classes de ces populations immigrées. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a toute une partie de Français d'origine immigrée qui sont fondamentalement des patriotes. Je pense qu'il faut le reconnaître, on en a souvent dans le camp souverainiste, et ces gens, bien évidemment, ils font partie de notre peuple, il faut les incorporer, il n'y a aucun problème là-dessus. Et même, j'ai envie de dire, il y a toute une partie aussi des gens autochtones qui sont aujourd'hui des traîtres à la France. C'est aussi, il faut le dire. Par exemple, vous avez toute une partie, à mon avis, demain, si on mettait en place des politiques d'immigration assez restrictives, qui seraient des véritables porteurs de valises sur notre territoire, comme on l'a eu au moment de la guerre d'Algérie, ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que le clivage identitaire, il est assez intéressant, mais il peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique. Et c'est pour ça que les souverainistes doivent incorporer cette donnée dans leur logiciel. Mais disons que nous, on a une vision, à mon avis, plus globale et à mon avis plus cohérente et efficace pour essayer en tout cas de relever la France ou du moins de la sauver. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime bien, enfin en tout cas que moi j'oppose à l'identitarisme blanc qu'essayent de nous vendre les identitaires, la volonté de reformer un nationalisme français. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire un tri entre blanc ou non blanc. C'est soit vous êtes pour la France, soit vous êtes anti-France. Là, je pense que c'est vraiment le clivage qui nous permettra demain de déterminer le combat politique. Et c'est une phrase que j'aime
cité de Pierre Drieux-La Rochelle dans son livre Genève ou Moscou en 1928. Alors, je vous le cite: «La vie est courte, la journée est brève. Il ne nous est pas donné assez de temps pour que nous puissions prendre le loisir de conjuguer le verbe « je suis français, tu es français ». Il faut nous dépêcher d'agir tout de suite, d'attraper toutes les choses qui nous viennent sous la main. Nous les franciserons ou nous les tuerons en tant que Français, voilà tout. Donc voilà, je pense, à mon avis, cette phrase, elle pose bien le dilemme aujourd'hui. Et pourquoi moi je me fais un défenseur? Parce que demain, si vous voulez, c'est cette politique souverainiste, en tout cas de revendication nationaliste française, qui nous permettra de mettre fin au droit du sol, de mettre possiblement en place une réimmigration partielle, en tout cas des délinquants, notamment des OQTF, ce genre de choses, qui nous permettra de rendre la naturalisation toujours plus difficile, de mettre en place une véritable préférence nationale. Je ne vais pas vous l'apprendre ici, mais la mise en place d'une politique de préférence nationale au sein de l'Union européenne, c'est absolument pas possible. Je pense que vous connaissez les articles, je ne vais pas vous les citer, mais là-dessus, c'est vraiment impossible. Donc, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut aller. Donc là, c'est pour ça que souvent, quand j'ai fait cette conférence déjà dans des cercles identitaires, souvent on pouvait m'opposer, bon bah d'accord, Rodolphe, il est pour l'assimilation, il incorpore des Français d'origine non européenne dans le combat national, oui, tout à fait. Mais là aussi, où j'aimerais faire un petit retour historique, c'est que, comment dire, à mon avis, là, il faut faire un retour sur le 19e siècle pour essayer de comprendre une notion qui est, à mon avis fondamentale actuellement, c'est celle d'assimilation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée d'assimilation, à la base, elle est indissociable des premières spéculations colonisatrices. Là, je vais vous renvoyer peut-être à vos cours du secondaire ou même de lycée. C'est qu'à l'époque, si vous voulez, il faut bien comprendre que le mouvement de la colonisation, quand il se met en place sous la Troisième République, c'est un peu un mélange de réseaux d'influence. Vous avez par exemple le Grand Orient, mais vous avez aussi la presse, les trusts, mais aussi des intérêts financiers qui vont se mélanger. Et à l'époque, ceux qui se font les promoteurs de la colonisation, vous retrouvez justement des penseurs de gauche. C'est Jules Ferry, c'est Victor Hugo, c'est Léon Blum. Mais ce qui est drôle, c'est que vous trouvez une association des socialistes et des libéraux, bien évidemment, qui sont là qui vont accompagner ce mouvement de colonisation, qui est aussi un mouvement industriel, pour retrouver des nouveaux débouchés, pour retrouver des nouvelles industries. Et donc, vous retrouvez d'un côté des hommes de gauche, Jules Ferry, comme je vous l'ai dit, mais aussi des libéraux comme Prévost, Paradol, Leroy-Beaulieu ou même Stuart Mill. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est plutôt des hommes de droite qui vont s'opposer à la colonisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Paul Déroulède, c'est Maurice Barrès, parce qu'à l'époque, en 1871, on venait de perdre l'Alsace et la Lorraine, et eux se disaient, c'est une manœuvre de diversion de la Troisième République. Vous savez, à l'époque, il y a même après Boulanger qui reviendra, le général en revanche, parce que c'est vraiment quelque chose que les Français ont à cœur de vouloir récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et vous avez cette phrase un peu difficile peut-être, mais Déroulède disait: j'ai perdu 2 sœurs, donc l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques, donc les offres colonisatrices. Bon, c'est évidemment un peu difficile, mais à mon avis, là, c'est quelque chose qu'on doit se réapproprier à droite, c'est qu'à mon avis, la droite originelle, elle était anticolonialiste. Elle était pour la nation, justement, et pas pour l'expansion ou ce genre de choses. Et aussi, un aspect qui est assez intéressant, c'est que face à la vision universaliste ou assimilationniste, mais un peu dévoyée de la part justement de ces libéraux, de ces hommes de gauche, vous avez une vision qui va s'opposer à l'époque, en miroir à ça, c'est celle du maréchal Lyotet. Maréchal Lyotet aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce résident général de France au Maroc, qui a laissé plutôt une belle image en plus de la France au Maroc. Et justement, Lyotet, là où il était intéressant, c'est qu'il avait une vision et une approche différentialiste des peuples. Il se disait justement, les peuples africains, les peuples maghrébins, ils sont tels qu'ils sont. On n'a pas à leur imposer un modèle qui est le nôtre et qui correspondrait pas à leur génie propre. Et à mon avis, ça c'est une vision aussi qu'on doit reprendre à notre compte parce qu'elle est vraiment intéressante. Parce que tout au long de ce 19e siècle, vous savez, on a essayé de nous vendre la fameuse cristallisation de l'opposition gauche-droite. C'est les fameux députés, au moment des États généraux, qui vont se mettre sur la gauche ou sur la droite, vous savez, du président. À mon avis, c'est un peu une vision caricaturale. Et aussi, quelque part, cette gauche originelle, elle s'est ralliée au moment de l'affaire Dreyfus. Ça, c'est les thèses de Michéa. Je ne sais pas si vous êtes un peu coutumier de la pensée de Jean-Claude Michéa. Et Jean-Claude Michéa démontre bien qu'à l'époque, au XIXe siècle, vous avez plutôt 3 couleurs politiques en France. Vous avez d'un côté les bleus, qui sont les libéraux, les républicains, ceux qui vont se revendiquer de l'héritage des Lumières. Vous avez les blancs, c'est les contre-révolutionnaires, c'est les monarchistes, c'est ceux qui veulent le retour, ou en tout cas qui veulent restaurer l'ancien régime. Et à gauche, j'ai envie de dire à droite, enfin pas à droite, les rouges, en tout cas la dernière couleur, c'est les socialistes.
c'est les anarchistes comme Proudhon, et eux, si vous voulez, ne se revendiquent absolument pas comme hommes de gauche, comme pouvaient l'être les libéraux. Mais par contre, il y a un ralliement de ce parti rouge au bleu, si vous voulez, qui sont les républicains, c'est le moment de l'affaire Dreyfus. Parce que le moment de l'affaire Dreyfus, vous avez des personnages comme Jaurès, par exemple, qui vont se rallier en disant il faut lutter contre l'armée. L'armée, c'était le sabre, et il faut lutter contre l'Église. L'Église, à l'époque, c'était le fameux goupillon. Et d'autres ont démontré par la suite que peut-être le ralliement de la droite originelle au régime républicain, ça se fera au moment de l'Union sacrée, vous savez, quand les monarchistes vont se ranger, notamment à travers la voie de Maurras, derrière justement la République. Donc à mon avis, même si la dichotomie, bien évidemment, gauche-droite, elle peut être intéressante dans l'ordre des idées politiques, la catégorie originelle, et à mon avis, des combats de demain qu'il faudra mener, c'est celle entre les libéraux et les illibéraux. Sur le côté de l'identité, comme je viens de vous le dire, d'un côté, on a les colonialistes, les paternalistes contre les différentialistes. Du côté de l'économie, à la même époque, là je vais juste revenir dessus après, on a les libre-échangistes contre les protectionnistes. Et comme par hasard, vous savez, la notion de protectionnisme est beaucoup réapparue au moment des agriculteurs. Quand on entendait les agriculteurs dans les en conférence ou alors sur les plateaux télé, ils disaient très bien qu'ils s'opposaient au traité de libre-échange. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des mots qu'on n'entendait quasiment plus. Le protectionnisme a toujours été largement brocardé dans les médias. Et aujourd'hui, comme par hasard, c'est revenu. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça plaide bien, en tout cas dans mon sens. D'un côté philosophique, vous avez les universalistes. Alors là, les universalistes, c'est un peu les kantismes, vous savez, de cette Troisième République. C'est ceux qui vont être un peu dans cette caricature du professeur Bouteiller. Je ne sais pas si vous avez lu le roman Les Déracinés de Maurice Barrès. Je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment un roman, à mon avis, superbe. Et donc, en philosophie, vous avez les universalistes qui ont les particularistes. Les particularistes, si vous voulez, c'est ceux qui vont penser que l'homme, il n'est pas un homme ex nihilo, il est toujours sujet d'un milieu, d'un peuple, d'une nation, d'une famille, d'une religion. Donc il l'ancre comme ça contre les universalistes qui vont considérer l'homme avec un grand H, si vous voulez. Et d'un point de vue politique, vous avez les cosmopolites, et comme par hasard, déjà à l'époque, notamment chez Victor Hugo, les européistes. Vous savez qu'Hugo ou même Briand vendent déjà à l'époque les États-Unis d'Europe. En tout cas, ils disent l'après-échelon de la nation, ça sera justement la dimension européenne. Et à l'époque, vous avez les nationalistes. Donc, comme je vous dis, d'un côté, on a les libéraux et les illibéraux. Les libéraux vont être colonialistes, libre-échangistes, universalistes, cosmopolites ou européistes, alors qu'en face, les illibéraux vont être différentialistes, protectionnistes, particularistes et nationalistes. Donc voilà, moi, là, c'est un livre sur lequel je suis en train de travailler, c'est qu'à mon avis, le clivage de demain, notamment en France, il est plus sur un clivage gauche-droite, mais il est sur un clivage comme ça, illibéral et libéral. Mais bon, on pourra peut-être en rediscuter dans les questions parce que là, j'ai commencé un peu à appréhender cette question. Et il y a donc là, à mon avis, une question assez fondamentale sur laquelle on ne s'intéresse pas assez, c'est que l'identité de la France, comme on l'a vu au début de la conférence, évidemment, c'est une ethnie, c'est une démographie, c'est un processus historique, mais c'est aussi une identité économique. Et là, pareil, j'ai envie de revenir sur ce 19e siècle, parce qu'à mon avis, c'est vraiment le siècle charnière, vous savez, qui va déterminer en tout cas les clivages cohérents de la politique moderne. C'était notamment mon premier livre sur Georges Sorel. Georges Sorel, c'est quelqu'un qui est né en 1847 et qui va mourir en 1922. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à l'orée de ces changements politiques. Bien évidemment, on a connu les mouvements révolutionnaires en 1789 et aussi les grands mouvements révolutionnaires qu'on va connaître en Europe avec le Printemps des peuples 1848. Mais le 19e siècle aussi, comment dire, c'est l'exode rural, c'est les populations paysannes qui sont arrachées pour être projetées dans les usines. On a la mise en place de la lutte des classes, c'est là où Marx et Engels vont écrire là-dessus. On a l'apparition du socialisme aussi au 19e siècle. Et c'est vrai qu'il y avait Charles Péguy, un écrivain qui m'est cher, il expliquait que l'homme du 19e siècle, entre guillemets, l'homme du 18e siècle était plus proche du paysan sous la Rome antique qu'il était plus proche de l'homme du 19e siècle. Si vous voulez, le 19e siècle, c'est un bouleversement technologique. On a l'apparition des voies ferrées en Europe, c'est la machine à vapeur, on a vraiment une révolution industrielle qui va bouleverser comme ça les sociétés européennes. C'est l'apparition aussi des nationalités, quelque chose qui nous parle, notamment en tant que souverainiste. On a vraiment des oppositions comme ça qui sont fondamentales. Et à mon avis, quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que moi, je suis partisan de la thèse de Michéa, qui postule qu'il y a une unité du libéralisme à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le libéralisme économique du libéralisme politique ou du libéralisme culturel. Vous savez, souvent, les hommes de droite
qu'on peut retrouver dans un certain parti qui se revendique comme conservateur libéral, disent oui, mais on peut être libéral d'un point de vue économique, mais en tout cas conservateur d'un point de vue culturel. À mon avis, c'est une erreur. Ça, c'est un peu une tromperie. Là-dessus, moi, je suis absolument, oui, comme je vous l'ai dit, partisan des travaux de Michéa, et on peut pas avoir l'un sans l'autre. Et là-dessus, il y a des travaux qui sont intéressants. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'historien Henri Guillemin. Il fait notamment des vidéos assez intéressantes où il est revenu, c'était un historien plutôt classé à gauche, et il expliquait très bien que même au moment de la Révolution, vous savez, quand vous savez cette opposition entre les Jacobins et les Girondins, à l'époque déjà, se proclament comme les partisans de la liberté économique. Dès la Révolution française, les libéraux, ils sont dans ce camp-là. Ce sont les républicains. Et entre guillemets, les rouges, les sans-culottes et les Jacobins, qu'on retrouve plutôt chez les socialistes, bah, ils sont plutôt opposés, ou en tout cas, ils sont pour la petite propriété, par exemple. Et donc, tout le long de ce 19e siècle, vous avez à avoir une opposition, notamment dans les débats en Europe et notamment en France, entre les partisans du libre-échangisme et les partisans du protectionnisme. Et là, je vous renvoie à deux livres de Todd, mais pas d'Emmanuel Todd que vous devez connaître, mais de son fils, David Todd, qui a écrit un livre, L'identité économique de la France et un empire de velours, vraiment que je vous conseille, parce qu'il montre très bien bah, que l'identité de la France, eh ben, c'est aussi une identité économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, revendiquer en tant que nationaliste et notamment en tant que souverainiste. Et à l'époque, si vous voulez, bien évidemment, les partisans du libre-échange, ça va être l'Angleterre. L'Angleterre a acquis un avantage technologique sur ses voisins européens. C'est ceux qui produisent le plus de produits manufacturés, c'est ceux qui produisent le plus de fer, donc ils ont tout intérêt bah, pour trouver des nouveaux débouchés pour leur marché, bah, à ouvrir les frontières et notamment des autres pays européens. Mais à l'époque, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a tout un mouvement protectionniste qui va s'opposer. Et là aussi, il y a un auteur allemand qui a pas mal écrit sur ce sujet, qui est Friedrich List. Là aussi, je ne sais pas si ça vous parle, qui avait écrit un livre à l'époque qui s'appelait le Système national d'économie politique, qui a été préfacé récemment par le père, cette fois de David Todd, donc Emmanuel Todd, que vous connaissez plus, comme quoi tout se fait un peu en famille, mais, mais c'est vrai que Todd, il est éminemment important, notamment vis-à-vis de ses positions géopolitiques, mais bien sûr, il a aussi fait des travaux au-delà de ses travaux sur les systèmes familiaux qui sont aussi assez intéressants, bah, sur l'économie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, mais l'identité économique de la France, elle est vraiment, à mon avis, intéressante. Et vous savez que, par exemple, la montée du sentiment national en Europe, bah, il s'est accompagné comme ça de ces protections, ou en tout cas de ces mises en place de ces politiques protectionnistes. Et ce qui est intéressant dans le protectionnisme, c'est que si vous voulez, il a plusieurs dimensions. Il a une dimension culturelle parce que c'est la montée de l'éducation. À l'époque, vous avez, comment dire, bah, on arrache un peu bah, aussi les petits enfants aux cultures agraires, au monde paysan. Bah, c'est la mise en place de l'école gratuite, de l'alphabétisation de masse en Europe qui est vraiment un moment fondamental aussi. Mais aussi, comment dire, le protectionnisme va permettre un aspect politique avec une montée du sentiment national, un aspect social avec une affirmation de nouvelles élites, parce que le 19e siècle, il est vraiment fondamental, parce qu'on a aussi une bascule des élites en Europe. À l'époque, on avait les anciennes élites aristocratiques. Au 19e siècle, vous avez l'affirmation de la bourgeoisie. C'est Louis-Philippe, c'est Orléans, vous savez, c'est vraiment cette bourgeoisie qui va s'affirmer et qui va trouver son paroxysme, si je puis dire, au moment du Second Empire. Le Second Empire, c'est vraiment le moment de la bourgeoisie triomphante. On a les banques qui commencent à s'installer, on a comment dire la redécoupe et on va redessiner les villes. C'est le moment du baron Haussmann, par exemple, en France. Le moment du baron Haussmann, on va araser l'ancien Paris et l'ancienne France moyenâgeuse, en tout cas dans les grandes villes, pour redessiner, bah, si vous voulez, ces nouvelles villes modernes avec des grandes allées. Et comme par hasard, vous devez peut-être le savoir, mais on a fait des grandes avenues, notamment en France et à Paris, pour faire quoi? Pour faire passer la troupe et pour faire donner le canon. Parce qu'à l'époque, on avait les traumatismes des révolutions de 1830 et de 1848. Parce qu'évidemment, vous savez, dans un Paris moyenâgeux, eh ben, pour monter une barricade, c'était très facile. Les rues étaient tortueuses et c'était très difficile de faire donner la troupe. Alors qu'à l'époque, bah, quand on a fait ces grandes allées géométriques euh, en France et notamment à Paris, bah, après, c'était beaucoup plus facile pour envoyer la garde républicaine chargée sabre au clair ou même faire donner le canon. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on a même des bouleversements sociologiques et du maintien de l'ordre et de l'évolution du maintien de l'ordre qui ont accompagné aussi ces mouvements. Et donc, ce qui est assez intéressant avec le mouvement protectionniste, c'est que, comment dire, le protectionnisme, ça permet un développement des doctrines, enfin, en tout cas, des industries naissantes. Et c'est quelque chose qu'on a connu, par exemple, au moment
de l'après-Seconde Guerre mondiale, au moment de De Gaulle, on avait véritablement eu le commissaire au plan, ce genre de choses, et le planisme gaullien s'accompagnait d'un protectionnisme. Parce que justement, il fallait redévelopper des industries pour demeurer souverain, notamment sur le nucléaire ou même sur l'aéronautique. Vous savez que par exemple, Airbus a été subventionné à partir des années 60. Il a été rentable qu'après 30 ans de protection comme ça et d'accompagnement par l'État. Alors aujourd'hui, Boeing est en train de s'effondrer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, un véritable État stratège avait tout intérêt à mettre en place des protectionnismes. Alors pas surtout, bien évidemment, on n'est pas dans un système, vous savez, comme le Japon, là, qui s'était fermé complètement en autarcie, bon, qui avait été ouvert, disons que les Occidentaux, quand ils réouvrent les frontières, souvent ça se fait avec perte et fracas, parce que on peut bien évidemment mentionner les guerres de l'opium. Et aujourd'hui, sachez bien que les élites chinoises n'ont jamais oublié les guerres de l'opium. Vous savez, ça a été véritablement, comment dire, traumatisant pour les Chinois quand les Occidentaux sont venus ouvrir les frontières, ce genre de choses. Et même ce qui est assez intéressant sur l'apparition du protectionnisme en Europe, c'est que Paul Bayrock, qui a élaboré le fameux paradoxe de Bayrock, a montré que justement, on a eu un regain économique en France au 19e siècle, au moment de la Restauration, au moment du Premier Empire et au moment de la Belle Époque. Vous savez, c'est le fameux tarif Méline. Peut-être là aussi, ça va vous faire remémorer quelques souvenirs de cours. Et justement, c'est au moment de ces mises en place de ces politiques protectionnistes qu'on a pu réavoir un essor économique. Donc là, c'est peut-être aussi un indice pour les années à venir, mais moi, je plaide aussi, bien évidemment, pour un retour au protectionnisme, en tout cas tempéré, parce qu'évidemment qu'on ne pourra pas se fermer, ça, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais par contre, sur quelques domaines stratégiques, je pense qu'on a véritablement aujourd'hui besoin, notamment sur la souveraineté alimentaire, d'instaurer un protectionnisme. Et vous savez, il y a des pays totalement, comment dire, encastrés dans la mondialisation, comme la Suisse, qui pratiquent un souverainisme et un protectionnisme alimentaire. Et à mon avis, ça c'est des exemples pour demain pour qu'on les mette en place. Et pourquoi justement je vous parle de cette notion de protectionnisme, c'est que euh, chaque jour, ou en tout cas à chaque crise, à chaque fois, ça revient sur la table. Là, je vous ai mentionné l'agriculture, où les agriculteurs ont vraiment poussé un cri de désespoir, en montrant que justement, les traités de libre-échange allaient les faire crever demain. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est même pas par rapport au CETA ou au Mercosur. Évidemment que c'est une compétition, mais même au sein de l'Union européenne, vous savez, où on a vu par exemple des agriculteurs dans le sud de la France qui arrêtaient des cargos espagnols, qui leur faisaient vider leurs tomates et qui les écrasaient par terre. Et les Espagnols ont fait la même chose dans le sens inverse. Et là, faut être cohérent. Évidemment que les paysans espagnols ont besoin d'être protégés. Et à mon avis, ça, c'est des questions et des revendications qui vont revenir de plus en plus. On l'a aussi eu au moment du Covid, quand on s'est retrouvé un peu comme, pardonnez-moi l'expression, comme des couillons à pas pouvoir faire nos propres vaccins, à devoir faire venir nos propres médicaments, mais ce qui n'était plus nos propres médicaments, on devait les faire venir d'Inde ou de Chine ou je ne sais où. On n'avait plus les chaînes pour construire nos propres masques. On s'est vraiment rendu compte on avait été dépecé comme ça de nos instruments de souveraineté. Et vous savez, dans les infrastructures portuaires, c'est la même chose, dans les aéroports aussi. On a vu qu'il y a vraiment une OPA, notamment de la part de la Chine, d'acheter petit à petit ces infrastructures qui permettent la logistique, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la Chine essaie de reconstruire cette route de la soie. Ils ont acheté des ports en Grèce, ce genre de choses. Et on sait qu'il y a toute une partie des ports européens maintenant qui sont contrôlés, qui sont passés sous pavillon chinois. Donc là, on voit bien que même là, il y a des questions qui sont fondamentales pour la souveraineté. Et là, il n'y a aucun, comment dire, conspirationnisme derrière. Je vous renvoie par exemple à deux vidéos qui sont vraiment intéressantes. C'est les commissions d'enquête d'Arnaud Montebourg à l'Assemblée nationale, où il explique justement, quand il était ministre, les pressions qu'il a pu recevoir quand on a perdu Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial aussi de l'acier, Alstom. Là, vous avez dû voir, bien évidemment, à mon avis, la vidéo de cet homme d'Alstom sur Thinkerview qui s'était fait prendre dans les geôles américaines. Vraiment des choses hallucinantes. On a perdu Technip, leader des oil and gas, Lafarge, récemment, qui a été vendu à des Suisses, qui était le ciment. Donc, vous voyez, il explique, il revient là-dessus, Montebourg. Et après, il y a une autre commission qui est peut-être encore plus intéressante, c'est celle de François Fillon. Alors cette fois, c'était au Sénat, mais on peut un peu rigoler de François Fillon, mais il explique vraiment que notre meilleur allié, qui est en même temps notre meilleur ennemi, c'est les États-Unis. C'est l'extraterritorialité du droit américain, c'est les amendes records contre la BNP, c'est les amendes records, c'est la pression. Et là, pareil, je vous renvoie à une vidéo qui est assez intéressante, c'est
du camarade Greg Tapibian qui avait fait un entretien avec Christian Arbulot. Christian Arbulot, c'est le directeur de l'école de guerre économique, qui a rendu aussi un papier récemment sur l'ingérence allemande, notamment au point de vue de notre nucléaire. Là, c'est vraiment déjà une ingérence insupportable. Et ça, c'est peut-être le point que je reproche souvent aux identitaires, c'est que ça, ils n'en parlent jamais. La perte de nos souverainetés énergétiques, alimentaires, de nos industries de pointe. J'ai même pas envie de parler du numérique parce que là aussi c'est une catastrophe. Bah justement, là, les souverainistes, nous on est en pointe et on a raison de nous emparer de ces sujets qui sont vraiment, à mon avis, fondamentaux. Donc là, c'est peut-être, je vais pouvoir essayer de faire le lien justement entre le côté industriel, économique et démographique. C'est que le problème de la paysannerie française, il s'est pas posé il y a 3 mois quand on a eu les révoltes paysannes. C'est un problème qui nous revient bien non plus, qui est en tout cas bien non plus, enfin bien plus, plus ancien. Euh, Quelques chiffres. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 6 millions d'emplois agricoles qui ont disparu. Sans compter, depuis 1984, les 3,5 millions d'emplois industriels, pareil, qui ont été détruits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, le secteur industriel, en 1980, il représentait 25% du PIB. Aujourd'hui, il n'en représente que 10%. Alors là, on va parler aussi, bien évidemment, de l'intégration européenne et des politiques européennes poussées à la délocalisation ou à ce genre de choses, et bien évidemment au passage à l'euro. Et le passage à l'euro, moi, autant on peut me traiter parfois de socialiste, mais j'ai envie de dire, même Charles Gaff, qui est connu comme une des figures libérales, il a produit des travaux sur comment dire, la destruction du secteur industriel en Italie à partir du moment du passage à l'euro. Et là, je veux dire, c'est reconnaissable par tout le monde. Et à mon avis, ce qui est assez intéressant, c'est que, si vous voulez, à partir des années 70-80, on a une bascule du modèle économique français. Avant, s'il se fondait plutôt, comme je vous l'ai dit, sur le secteur primaire, agriculture, et le secteur secondaire, l'industrie, il va partir sur, comment dire, on va vraiment appuyer sur le secteur tertiaire à partir des années 1980. Et à mon avis, c'est vraiment intéressant parce que ça explique justement cette bascule qui va accompagner aussi le mouvement démographique. Parce que dans une économie de consommation et de tertiarisation, qu'est-ce qu'il nous faut? Des consommateurs. Dans un peuple, en tout cas qui produit plus d'enfants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des nouveaux consommateurs. Et bien sûr, on va les faire venir d'où? Vous l'avez deviné, bien évidemment du Sud. Et là, à mon avis, on retombe sur le trilemme aussi occidental dont je vous parlais, c'est qu'on le fait toujours au nom d'une idéologie de la croissance. Parce que par exemple, vous avez les Japonais qui ont refusé, entre guillemets, de se vendre comme ça à la croissance économique et qui connaissent aujourd'hui une certaine stagnation économique, mais par contre qui refusent d'avoir une immigration. Alors aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Dernièrement, ils ont fait revenir une population, mais intra-asiatique. Là, les Japonais, ils ont peu de scrupules aussi, hein, bien évidemment, qui sélectionnent. Hein, ils sont pas aussi bêtes que nous, j'ai envie de dire. Mais et là, on a vraiment une bascule, si vous voulez, à partir des années 80, où, si vous voulez, il y a une entreprise vraiment qui est le symbole de cette volonté de délocalisation. C'est l'entreprise Alcatel. Alors, les jeunes vont sûrement pas connaître. Moi, j'ai connu parce que mon premier portable, c'était un Alcatel. Mais à l'époque, Alcatel, qui était une entreprise française, c'était vraiment un leader mondial des téléphones. Mais vraiment, c'est aujourd'hui, on se rend pas compte. On se dit, les Français, on a la bourre. Mais à l'époque, Alcatel, c'est 120 sites industriels dans le monde. C'est vraiment le leader. Et à l'époque, ils vont mettre en place, notamment au point de vue du patronat, comment dire, une idéologie qui sera, à mon avis, totalement catastrophique. C'est celle du fabless. C'était entre guillemets, ils se disaient, on va délocaliser nos usines, notamment en Chine, en disant ça voilà, ça va être l'atelier du monde et nous on va garder la recherche et le développement en France, on va rechercher les ingénieurs, enfin on va conserver les ingénieurs, sauf que le problème c'est que la Chine ils ont dit non mais très bien, ils ont pris nos usines et en plus ils ont fabriqué leurs ingénieurs sur place. Et aujourd'hui on voit par exemple des ingénieurs indiens ou même chinois qui sont au même niveau que les ingénieurs français ou même que les ingénieurs européens, il faut plus voiler la face dessus. Hein. Et donc on s'est fait avoir parce que nos usines sont parties. Et aujourd'hui, la recherche et le développement, ils sont aussi en Chine et ils sont plus du tout en Europe. Donc nous, on se retrouve un peu comme des cons, excusez-moi encore l'expression, mais on n'a plus nos usines. Et puis, nos ingénieurs, même si on fabrique, là aussi, il faut le reconnaître, encore de très bons ingénieurs. Notamment, on sait que le Maroc envoie beaucoup de ses ingénieurs faire Polytechnique. Je crois que c'est la diaspora la plus représentée à Polytechnique. On a vraiment des très bonnes écoles de formation là-dessus, il faut pas jeter la pierre. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'on s'était fait un peu avoir comme des bleus, si je puis dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, si vous voulez, de la tertiarisation de l'économie, il s'est accompagné aussi d'un autre phénomène qui est à mon avis fondamental, qui est celui de la métropolisation.
Là, je vous renvoie aux travaux de Pierre Vermeuren, qui est un sociologue vraiment intéressant. De toute façon, il y a une triade, même j'ai envie de dire 4 sociologues qu'il faut lire absolument. C'est Emmanuel Todd, Pierre Vermeuren, Fourquet, bien évidemment, ses travaux sur l'archépilisation qu'il faut lire, et Christophe Guilluy. Ils ont très bien montré que justement, on avait un phénomène de métropolisation. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre. 12 des métropoles françaises produisent presque de 2 tiers des richesses sur 5% du territoire et n'abritent que 27% de la population française. Donc on a vraiment une France et un désert français. Et ça a tendance à s'accentuer. Et justement, avec ce phénomène de casse de l'industrie, justement, les emplois se sont, concentrés de plus en plus sur les grandes villes, notamment sur Paris, qui est véritablement la caricature. Et bien évidemment que ce modèle, si vous voulez, de la métropolisation, il enclenche derrière toute une cause de phénomènes justement sociaux, et justement sur la France périphérique. Et par exemple, il y a Pierre Vermeuren qui a, à mon avis, un passage que j'aimerais vous lire sur Paris qui est assez intéressant. Depuis une douzaine d'années, des milliers de familles quittent annuellement la capitale. La vie parisienne leur étant devenue hostile. La spéculation immobilière a eu un effet dévastateur dans les métropoles. L'immobilier y est inabordable pour 80% de la population. Seuls les cadres supérieurs peuvent se loger dans ces villes, en dehors des ayants droit aux logements sociaux, soit les plus pauvres, qui sont les derniers arrivés. Mais cette spéculation chasse aussi les classes moyennes. Une ville sans enfants est un musée pour célibataires ou couples aisés et âgés, une ville artificielle. Or, Paris compte, depuis 2010, 6 000 enfants en moins chaque année, et ce, malgré les nouveaux arrivants. Et c'est vrai que moi qui habite aujourd'hui à Paris, je peux vous le dire, le modèle, on a des cadres, mais on a eu une gentrification des quartiers, et on a aussi des écoles qui ferment petit à petit. Et entre guillemets, le modèle qu'on est en train de nous vendre pour les métropoles, en tout cas occidentales de l'avenir, c'est vraiment, entre guillemets, une bourgeoisie comme ça, protégée, très riche, cosmopolite, justement, qui a plus d'intérêt avec son peuple parce qu'elle a plus de peuple autour. Et derrière, qui a des tâcherons qui sont ces immigrés nouvelles arrivées. C'est la phrase assez intéressante assez drôle, je trouve, de Pierre-Yves Rougeron qui dit l'immigré, c'est celui qui a le balai dans les mains, un ballon dans les pieds et un sac Deliveroo sur le dos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez dans les grandes villes, on est absolument sur ce modèle-là. Et à mon avis, là où c'est pernicieux, et là je vais retomber un peu sur mon côté social, c'est qu'évidemment que ce modèle de société du tertiaire, c'est pas un modèle qui va promouvoir la natalité, notamment chez les jeunes populations autochtones. Là, excusez-moi pour les femmes, mais bien évidemment que, l'entrée en masse des femmes dans le domaine scolaire, ça a provoqué, une opposition ou en tout cas une concurrence. Et par exemple, quand vous regardez la composition de l'école nationale de magistrature, vous rigolez parce que c'est quand même 70% de femmes. J'ai absolument rien contre ça. Mais disons que l'entrée aussi en masse des femmes sur le monde du travail a aussi provoqué des changements sociaux qu'il faut analyser de manière tout à fait rationnelle. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que justement ce retrait de l'artisanat, de l'industrie, comme par hasard, qui a accompagné ce mouvement de tertiarisation de l'économie, là aussi, on ressent des effets sociaux. Et là, c'est un livre, à mon avis, qui est assez intéressant sur le sujet. Moi, en plus, qui est de la famille en Lorraine, donc qui est connu ce phénomène de désindustrialisation, j'ai pu le connaître. C'est le prix concours 2018 de Nicolas Mathieu qui s'appelait Leur enfant après eux, qui expliquait très bien, à mon avis, les phénomènes qui avaient provoqué justement cette destruction de l'industrie, parce que ça avait véritablement été des cataclysmes pour des régions. On pense bien sûr au nord de la France, mais aussi à la Lorraine. Et les effets de ces causes, c'est un effacement des héritages culturels, parce qu'à l'époque, plusieurs auteurs communistes ont montré qu'au sein des grandes entreprises, vous aviez une vie de quartier, et ces gens qui avaient été souvent arrachés à leurs origines paysannes natales, avaient retrouvé des modes de vie un peu communautaires dans les industries. Vous savez, c'était la fameuse triade du Parti communiste, de l'usine et du stade de foot. Et on avait réussi à recréer une conscience de classe. Mais aujourd'hui, après la destruction de ces industries, ça a véritablement été une atomisation. Et comme par hasard, on a une fracturation des familles qui arrive à partir de ce moment de la tertiarisation. On a une arrivée de la drogue. Là aussi, c'est vraiment les territoires sinistrés parce qu'on parle toujours, si vous voulez, des centres urbains avec la drogue, Marseille, la Seine-Saint-Denis. Mais aujourd'hui, si vous voyez dans la diagonale du vide, les effets de la drogue sur les populations autochtones, c'est une véritable catastrophe. Aujourd'hui, on retrouve de la drogue absolument partout, et notamment en Creuse, où on a vraiment des
Là, il y a des reportages qu'il faut connaître parce que c'est notre peuple, c'est la France, c'est les oubliés, c'est ceux dont on parle jamais, c'est souvent ceux qui ont été des gilets jaunes aussi, qui ont crié leur ras-le-bol. Et eux sont vraiment atteints aujourd'hui dans une désespérance comme ça par des fléaux et bien évidemment une mortalité grimpante comme ça chez les hommes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on le voit bien que, comment dire, ce déclassement social, bah, comme par hasard, il est aussi corrélatif à la natalité. J'avais mis, je m'en souviens, dans un article pour Éléments, deux cartes en parallèle. J'avais mis en parallèle une carte de la natalité en Europe, où elle se porte plutôt bien. En France, c'est vrai qu'on est plutôt un bon élève, mais par rapport à l'Italie ou à l'Espagne. Et j'avais mis en face la date à laquelle les jeunes, comment dire, quittent le foyer familial. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes, enfin, dans les pays où les gens partaient le plus tard de leur foyer familial, eh ben, c'était aussi la date enfin, ou en tout cas, les pays où la natalité était la plus basse. Parce que bien évidemment, quand on vit chez ses parents, quand on n'a pas un emploi stable, eh ben, on peut pas se projeter vers l'avenir. On peut pas construire une famille. C'est très compliqué de fonder une famille quand on est encore chez ses parents. Donc là, on voit bien que le phénomène, si vous voulez, de natalité qui peut préoccuper les identitaires et le phénomène social de déclassement qu'on est en train de connaître, notamment avec la classe moyenne qui est comme ça arrivée, enfin, qu'on agrège de plus en plus vers le bas, ben, en tout cas, c'est des phénomènes qui sont liés. Donc là, à mon avis, c'est assez intéressant aussi. Donc, quid de demain? Comment reprendre, comment dire, bah, les rênes de notre pays? Là aussi, je vais encore revenir une dernière fois. Après, j'arrêterai de vous saouler avec mon 19e siècle. Mais au 19e siècle, si vous voulez, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a, comment dire, que ce soit en Italie, en France, en Allemagne, on a des changements, comme je vous l'ai dit, on a des reconfigurations politiques. Et il y a un moment qui est assez intéressant, c'est la reconfiguration au sein de la nation italienne. Je ne sais pas si vous connaissez le roman Le Guépard de Lampedusa, où il y avait eu un film avec Alain Delon et Claudia Cardinal, qui avait été Palme d'Or en 1923, et qui montre parfaitement comment bah, cette société italienne, très agraire, très aristocratique, bah, avait opéré cette bascule à l'époque où on avait des nouvelles élites, et c'est le moment, si vous voulez, à partir de 1848, on a la formation de l'unité italienne. Et à mon avis, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette période. Je vais revenir juste après et ça sera la fin de la conférence. Mais à mon avis, on retrouve quelques similitudes. Et à l'époque, si vous voulez, face à cette ancienne aristocratie italienne, notamment Bourbon, bah, vous avez comme ça les classes montantes bourgeoises qui montent, bah, qui ont plus de capitaux et puis bah, qui veulent prendre les places et qui veulent prendre les rênes. Ils disent bon bah c'est très bien. Pendant X années, on a soutenu en étant les banquiers des aristocrates. Bah, maintenant aujourd'hui, on veut prendre les rênes. On veut nous diriger le pays. Et à l'époque, si vous voulez, on va avoir un accord circonstancié pour expliquer justement ce renversement. Et le penseur qui a, à mon avis, mis le doigt sur ce qui s'est passé à l'époque, c'est un penseur marxiste, peut-être que vous connaissez, qui est Antonio Gramsci. Et il élabore cette notion de bloc historique, qui est, à mon avis, une notion qu'on doit penser aujourd'hui, même s'il faut un peu l'actualiser, bien évidemment. Et il montre très bien que le bloc historique, il est fondé sur trois éléments. Il y a une strate sociologique, il y a une strate idéologique, et ensuite, il y a une crise organique. La strate sociologique de l'époque, comme je vous l'ai dit, c'est cette bourgeoisie qui monte. Vous avez toute cette bourgeoisie du nord de l'Italie, vous savez, la Lombardie, c'est aussi le Piémont. Et justement, bah, il va s'allier comme ça à cette nouvelle classe moyenne qui émerge, parce que le 19e siècle, c'est aussi l'émergence d'une classe moyenne. Et justement, ils vont s'allier comme ça pour bah, faire un noyau central et faire un bloc justement contre les anciennes élites. Il y a aussi un aspect qui est éminemment important, parce que là, bien évidemment, quand je vous parle de bloc historique, c'est le bloc demain qu'on devrait essayer de constituer pour essayer de renverser le bloc d'extrême centre européiste qu'on connaît et qui vote évidemment Emmanuel Macron. Et il y a donc cette dimension aussi culturelle, parce que ce renversement sociologique, il doit s'accompagner d'un renversement culturel. Il faut imposer une nouvelle conception du monde, un nouveau système de valeurs, si vous voulez. Et enfin, la crise organique, c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a une crise de représentativité, comme on peut le connaître aujourd'hui, comme par hasard, on reconnaît un peu les mêmes symptômes. Et ben justement, quand vous avez une classe montante qui monte, aspect sociologique, une strate idéologique, on voit qu'il y a véritablement un renversement aujourd'hui. Si vous voulez, le libéralisme, le libre-échange, il y a vraiment de plus en plus de contestations. Et une crise organique, c'est à partir de ce moment-là, si on a ces trois moments qui se mettent en place, où on peut avoir un renversement, ou en tout cas, il peut se passer quelque chose, à mon avis, d'intéressant. Et aujourd'hui, euh, ce moment et ce bloc historique, à mon avis, c'est Jérôme Sainte-Marie, pareil, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, qui a
appréhender cette notion, c'est vraiment l'opposition entre un bloc populaire et un bloc élitaire. Le bloc élitaire, bien évidemment, c'est celui qui vote aujourd'hui Emmanuel Macron, et le bloc populaire, disons que c'est aujourd'hui, il vote plutôt Marine Le Pen. Là aussi, il faut le reconnaître, les intentions de vote, elles vont dans ce sens. Et à mon avis, il y a un point de bascule qui s'est opéré au moment de 2012. 2012, c'est la dernière élection, si vous vous souvenez, c'était la fameuse opposition entre Sarkozy et Hollande. Et à mon avis, c'est le dernier moment du clivage droite-gauche en France. À partir de 2017, on est passé tout à fait dans autre chose. À partir de 2007, c'est la première élection de Macron, et on voit bien que les intentions de vote, avant, les gens se présentaient de manière assez naturelle, de gauche ou de droite. Et à l'époque, en 2017, ce qu'on rencontre, c'est que le clivage, ou en tout cas, les personnes vont voter en fonction de quoi? En fonction de leur diplôme, de leur lieu d'habitation. On revient sur le modèle de la métropolisation que je vous ai expliqué juste avant, France périphérique face à métropole, et aussi en fonction des revenus et catégories socio-professionnelles. Et là, à mon avis, où ça nous intéresse, en tout cas en tant que souverainiste, c'est que le seul vote où il y avait eu des clivages à peu près similaires, c'était le vote de 2005. Le vote de 2005, c'était donc sur le traité constitutionnel européen, et je vais vous rappeler quelques chiffres. Dans les votes au non au traité du constitutionnel européen, on trouvait 60% de jeunes, donc des actifs. On retrouvait 80% d'ouvriers qui avaient voté contre. On retrouvait 60% d'employés qui avaient voté contre. Concernant ceux qui avaient voté pour, en tout cas oui, on retrouvait les bourgeoisies, enfin la bourgeoisie, les cadres, les inactifs et les retraités. Donc pardon pour les retraités, mais c'est vrai qu'on vous retrouve beaucoup du côté de Renaissance, donc il y a peut-être des électeurs Renaissance, bienvenue à vous, mais en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est quand même encore accéléré, parce que on l'a retrouvé en 2002 par exemple, en 2022 on retrouve exactement les mêmes chiffres. Au second tour des élections, au second tour de la présidentielle, 70% des cadres ont voté pour Emmanuel Macron. Alors qu'en face, 57% des employés ont voté pour Marine Le Pen et 70% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Et autre chiffre, à mon avis, assez intéressant, c'est que Marine Le Pen, par exemple, en 2022, remporte la course, même si ça vaut pour rien, du nombre de communes sur Emmanuel Macron. Plus de communes à l'époque ont voté Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron. Donc là, on retombe encore sur cette opposition entre des modèles métropolitains, urbains, donc plutôt cadres, intégrés dans la mondialisation, qui ont voté pour Emmanuel Macron contre justement Marine Le Pen. Et bien évidemment, peut-être la différence qu'on aura dans la constitution du bloc populaire, parce qu'à mon avis, demain, le combat national doit se concrétiser comme ça autour du bloc populaire, c'est que, bien évidemment, par rapport au bloc historique dont je vous ai parlé en Italie juste avant, c'est que c'est toujours plus difficile de se dire, ou en tout cas comme appartenant aux classes populaires. Souvent, les gens ont un peu de réticence à se dire qu'ils appartiennent aux classes populaires. C'est pas qu'il y a un sentiment de honte, alors que au 19e siècle, quand on se disait moi j'appartiens aux nouvelles couches bourgeoises ou aux nouvelles couches de la classe moyenne, c'est quelque chose qui nous porte. Ça, c'est peut-être là-dessus, il y a encore un travail. Mais par contre, on le voit, là c'est les travaux de Louis Chauvel, un autre sociologue à mon avis intéressant. Il montre de plus en plus, c'est que les classes moyennes françaises, leur pouvoir d'achat diminue de plus en plus. Elles sont de plus en plus amenées comme ça justement vers les classes populaires. Et peut-être une chose aussi qui pourra peut-être opérer une bascule dans les avenirs, c'est que même la petite bourgeoisie commence aujourd'hui à subir un phénomène de déclassement. Et au final, il n'y a que les très riches, ou en tout cas les très aisés, qui peuvent ne pas sentir ce phénomène de déclassement. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est que par exemple, si vous prenez une famille de médecins de père en fils, disons que par exemple à Paris, l'arrière-grand-père habitait dans les très beaux quartiers. Le fils, ou en tout cas le père, déjà il devait un peu s'éloigner du centre avec l'explosion des prix. Et aujourd'hui, le fils, il est obligé d'habiter parfois en zone périphérie, parce que justement le prix a encore tellement augmenté. Donc même des fois les gens avec de la même catégorie sociale commencent à ressentir aussi ce déclassement. Et là, c'est peut-être ce qui pourra en tout cas ramener une partie de cette bourgeoisie qui est, à mon avis, assez peu patriote dans ses intentions de vote, peut-être vers nous. Mais là encore, c'est un phénomène qui mettra, à mon avis, un peu de temps à arriver. Donc voilà, c'est vraiment sur ce point que j'aimerais terminer, c'est que comme par hasard, cette crise organique, on la retrouve sur plusieurs points. Comme je vous l'ai dit, d'un côté, on a les libéraux qui vont se revendiquer du vivre ensemble, du progressisme, de l'européisme, du multiculturalisme ou du libre-échange. Et en face, cette catégorie libérale qui est encore un peu difficile à cerner, ce bloc populaire qui est protectionnisme
qui est nationaliste et qui est pour la préférence nationale et le souverainiste. Donc, il faut, à mon avis, en tout cas, il faut que les souverainistes s'engouffrent dans cette voie parce qu'à mon avis, c'est celle demain des combats politiques qui viendront à venir. Mais là où il ne faut pas se présenter comme un anti-système, parce que c'est toujours de manière négative, il faut qu'on se montre de plus en plus comme un alter-système et qu'on montre qu'on a une autre proposition à faire. Et là, à mon avis, c'est le chantier qu'ont à faire les différents mouvements souverainistes ou même du camp national, RN ou Reconquête. Et voilà, j'aimerais finir là-dessus.